essayons de raisonner en gardant la tête froide dans cet océan de pessimisme. Je le dis en souriant, Nourane Charer est à mes côtés en plateau, directeur de la gestion de Mansartis. Bonjour et bienvenue Nourane. Merci, bonjour. Oui, c'est pas un constat de génie de dire que le pessimisme est partout aujourd'hui. En tout cas, quand on est intervenant sur les marchés, on le constate jour après jour. Pessimisme d'ailleurs qui est devenu très consensuel. La question de savoir, est-ce que ce pessimisme est trop consensuel aujourd'hui et comment est-ce qu'on raisonne en gardant la tête froide face aux risques majeurs quand même qui apparaissent et les fragilités qui peuvent apparaître dans le contexte actuel? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un environnement très pessimiste. Ce pessimisme est justifié parce qu'on a eu quand même le cumul de plusieurs risques. On a eu une inflation très élevée qui approche les 10%, politique monétaire extrêmement restrictive et crise énergétique forte. Face à ces risques qui se sont concrétisés, d'ailleurs qui se sont concrétisés tout au long de l'année et cet été, il faut, si on prend un peu de recul, si on regarde les tendances sous-jacentes, on arrive en fait à tirer un petit peu d'optimisme et de voir un petit peu, ça nous évite de tomber dans un scénario un peu extrême. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Aujourd'hui, du côté de l'offre, qui a été effectivement les pressions qu'on a eues sur la supply chain, sur les chaînes de production, ont été les premières origines de l'inflation forte. Qu'est-ce qu'on a du côté de l'offre ? On a en fait des restrictions qui commencent à se résorber, on a des prix du fret qui baissent, on a des délais de livraison qui baissent fortement. Du côté des prix, on a les prix des métaux industriels qui baissent fortement. Le gaz, alors effectivement, ça baisse, même si ça reste effectivement sur des niveaux élevés. On vient de plus de 300 euros. 300 euros, on est aujourd'hui à 185, donc en fait on a une baisse qui est assez conséquente. Le prix du pétrole baisse également. Maintenant du côté de la demande, on a une demande qui faiblit mais qui ne casse pas. Alors ça c'est important. Donc l'inflation qui est un déséquilibre entre l'offre et la demande, on a une offre qui effectivement remonte progressivement et une demande qui baisse, donc un équilibre qu'on va retrouver progressivement. Dans cet environnement-là, on a les entreprises et les ménages qui sont assez solides financièrement. On l'a vu sur la demande est résiliente, elle tient grâce effectivement aux ménages et les entreprises, on l'a vu avec la publication de résultats au deuxième trimestre qui est plutôt très solide. Donc on ne tombe pas en fait dans un scénario trop noir. On peut considérer qu'on va avoir, bien évidemment, on va avoir une récession, ça c'est très clair, mais on ne tombe pas en fait dans une récession profonde qui serait de nature systémique. On a vraiment une récession qui peut être maîtrisée relativement faible, avec une inflation qui va se normaliser. Alors c'est vrai que l'inconnu qu'on a aujourd'hui, ce qui crée un peu de volatilité sur le marché, c'est au bout de combien de temps on va avoir cette inflation qui se normalise. Ça, c'est une vraie inconnue. À quelle vitesse l'inflation va-t-elle se normaliser ? À quelle vitesse l'inflation va se normaliser ? Ça, on le sait pas. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a quand même tous les sous-jacents qui sont à l'origine de cette inflation, qui sont en train de progressivement baisser ou de se résorber. On l'évoquait avec Bastien, mais effectivement, le prix à payer de la lutte contre l'inflation, c'est quand même une baisse généralisée du prix des actifs, à commencer par les actifs immobiliers. Alors, il y a la situation chinoise qui est particulière de ce point de vue-là, et on va considérer qu'elle est gérée, maîtrisée, tant bien que mal par les autorités chinoises. Il y a la question de l'immobilier américain, où là, on a un marché qui est quand même un peu plus libre, d'une certaine manière. Qui dit immobilier américain, dit risque qu'on a déjà vécu dans le passé. Si j'essaye d'identifier des risques un peu importants pour les investisseurs, l'immobilier américain, c'est quand même plus gros que le crash d'une crypto, par exemple. Nourane. Comment on raisonne là, vous disiez, le bilan des ménages, y compris aux États-Unis, n'est pas du tout le même que celui qu'on pouvait trouver dans les années 2005, 2006, 2007 ? Non, et vous avez raison, en fait, quand je parle de crises qui sont exogènes et qui ne sont pas de nature systémique, si on regarde effectivement le marché immobilier américain serait systémique si effectivement on a un réel problème sur la solvabilité des ménages. Alors qu'est-ce qu'il en est du marché immobilier américain ? Effectivement, on a des taux mortgage, donc des taux immobiliers qui ont progressé, qui sont passés de 3% à 6%, 6% étant équivalent à ce qu'on a eu en fait en 2008. Et c'est ce qui a causé en 2008 l'insolvabilité des ménages et ça a mis à mal et ça a créé une crise immobilière majeure. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on est à l'aube d'une crise immobilière importante ? Le marché immobilier américain a fondamentalement changé et a structurellement changé.
Quand on regarde effectivement les taux, l'endettement, la dette en fait à taux variable, aujourd'hui elle est à peine de 3%. En 2008, on était à plus de 50%. Donc c'était effectivement la hausse des taux immobiliers était systémique et mettait à mal les ménages. Quand on regarde en fait le niveau, la dette de bonne qualité, aujourd'hui en fait elle est à 70%, quand la dette de bonne qualité n'était qu'à peine à 30% en 2008. Ah oui. Donc prime versus subprime. Hein, voilà, prime versus c'était subprime. le sujet. Donc aujourd'hui, le marché immobilier américain, l'évolution du taux immobilier, bien évidemment, va faire ralentir les prix de l'immobilier, mais ne va pas mettre à mal la solvabilité des ménages américains. Et c'est ça qu'il faut regarder, parce que c'est ça qui serait de nature systémique et qui engendrerait éventuellement une crise financière importante. Du côté des entreprises, effectivement, là aussi, les résultats du deuxième trimestre ont été bons. On peut y revenir si vous le souhaitez, Nourane. La question, mais c'est vrai que l'épisode de 2008 est encore un épisode qu'on a dans les mémoires de ce point de vue-là. Jamais les entreprises ont été, comment dire, de bons indicateurs avancés de ce qui s'est produit, à partir notamment du mois de septembre 2008. Comment vous raisonnez là par rapport à cette situation où on sent bien quand même que le contexte demain, pour quelques mois, sera sans doute moins favorable? Comment vous jugez la capacité des entreprises à traverser cet épisode? Vous dites que ce sera un épisode gérable. Alors c'est compliqué parce que la lecture est compliquée. Aujourd'hui, on a un marché qui est très atypique. On a une vraie décorrélation entre les marchés et les fondamentaux des entreprises, puisqu'on a des marchés qui baissent de 20% et on a des révisions de croissance bénéficiaire qui en hausse depuis le début de l'année. Donc on a une vraie décorrélation et cette décorrélation, en fait, on a eu une baisse et on a une compression en fait des multiples de près de 30%. Pour dire les choses, le marché anticipe que les résultats d'entreprise vont baisser, les analystes nous disent que non. Alors en fait, effectivement, on peut considérer qu'aujourd'hui, on attend la croissance des bénéfices des entreprises, on attend à peu près 20% en Europe. Donc tout le monde dit en fait c'est beaucoup trop. On va avoir des révisions en baisse, des croissances bénéficiaires au deuxième semestre. Attention, parce que quand vous enlevez le secteur énergétique qui a eu une croissance bénéficiaire de 222% au deuxième trimestre, quand vous enlevez le secteur énergétique, vous ne tombez pas à des croissances bénéficiaires de 20%, mais en dessous de 10%. Donc on est plutôt sur des croissances bénéficiaires plutôt honnêtes au vu de l'environnement économique. Donc attention, il va y avoir... Il n'y a pas tant de fragilité de ce point de vue-là, vous dites, elles sont par pas rapport aussi aux valorisations fortes que ça. déjà attentes. Elles ne sont pas aussi fortes que ça et on a des telle décorrélation entre secteurs qu'il faut vraiment regarder secteur par secteur et enlever en fait vraiment regarder en dehors du secteur énergétique qui est très particulier cette année. En termes d'investissement, alors effectivement, comment est-ce que tout ça se traduit? On peut être plus ou moins inquiet sur la course de l'économie. Et puis, il y a ce que le marché a déjà intégré d'une certaine manière. Vous dites effectivement, on trouve des niveaux de valorisation qui peuvent paraître très bas aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut ne pas capituler? Est-ce qu'il faut même replonger dedans d'une certaine manière aujourd'hui? Nourane, la question du timing est toujours importante quand même. La question du timing est importante et si on analyse des tendances qui sont positives, elles ne sont pas aujourd'hui suffisantes pour effectivement remettre des risques dans les portefeuilles et dans les fonds. Donc il faut rester à une certaine neutralité. Nous, en fait, on est neutre sur les placements actions. On considère qu'aujourd'hui, les facteurs sont exogènes et non pas de nature systémique. On ne va pas avoir de crise financière et de récession profonde. Donc, en fait, on ne baisse pas le niveau de risque dans les portefeuilles et on ne l'augmente pas parce qu'on considère qu'il y a encore, en fait, cette question de normalisation et de timing sur la normalisation de l'inflation qui peut créer de la volatilité sur les marchés financiers. Ensuite, après, peut-être sur la sélection de valeurs, attention, parce qu'effectivement, il faut bien entendu continuer en fait, à privilégier des valeurs avec des croissances qui sont fortes, des secteurs et des valeurs qui ont du pricing power, donc qui ont la capacité de répercuter la hausse des prix des matières premières, des salaires sur les prix finaux. Aujourd'hui, tous les secteurs ont réussi à avoir du pricing power, mais il y a un certain pricing power qui est conjoncturel, qui est lié en fait à ce déséquilibre offre-demande, mais il faut maintenir des investissements sur des secteurs qui ont du pricing power structurel, avec une bonne diversification géographique pour être exposé aussi au marché et à l'activité américaine qui est par nature de toute façon plus résiliente.
À la fin de l'histoire, les États-Unis s'en sortent toujours mieux. C'est un peu ça la leçon des crises précédentes. C'est quoi? Oui, mais c'est intéressant. C'est quoi un exemple d'un secteur qui a été un peu un passager clandestin du pricing power versus un secteur qui va pouvoir révéler structurellement son pricing power peut-être à partir de maintenant? Typiquement, vous avez le secteur de l'automobile. Le secteur de l'automobile n'a jamais été un secteur à fort pricing power. Et aujourd'hui, en fait, quand vous regardez le résultat de tous les constructeurs automobiles notamment, je ne parle pas des équipementiers, mais tous les constructeurs automobiles, on voit en fait un doublement de leurs résultats. Parce que, en fait, mais ça, c'est vraiment lié en fait au déséquilibre offre-demande. On a vendu les modèles les plus margés. Voilà. En l'absence de composants, on s'est focalisé sur les modèles, les gammes les plus margées. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est pas structurel, ça va pas tenir. En revanche, il y a d'autres... il faut être positionné sur des secteurs qui ont du pricing power grâce en fait à des parts de marché importantes, à des positionnements de niche sur certains produits, sur certains segments et certaines activités. Et là, en fait, vous êtes beaucoup plus serein sur ces valeurs-là à moyen et long terme. Un mot juste en dehors de l'univers action, est-ce qu'on retrouve de la valeur alors je ne sais pas, peut-être sur de l'obligataire, sur du crédit. Je sais que les allocataires là, regardent beaucoup ces compartiments et ces classes d'actifs aujourd'hui, avant même peut-être les marchés actions un peu plus risqués. Est-ce que c'est votre cas également chez Mansartis, Nourad? Alors, il ne faut pas prendre de risque encore de duration. Quand je vous disais, on n'a pas encore cette visibilité sur la normalisation de l'inflation. Ça se traduit sur les marchés obligataires. Attention à ne pas reprendre de risque sur la duration. Il y a des pertes à prendre peut-être encore sur des parties longues, effectivement. Sur les parties longues, ça peut être plus compliqué. Donc, il faut continuer en fait à privilégier le court terme, où vous pouvez avoir sur des très belles signatures, sur des émissions investment grade, vous pouvez aller chercher du 1,5% à un an et demi. Donc ça, en fait, là où en fait on avait zéro, voire on était en rendement négatif en début d'année. Donc finalement, aller capter en fait cette opportunité sur des belles qualités de crédit, mais toujours en restant court. Merci beaucoup, Nourad. Merci d'être venu nous voir pour évoquer ces questions de stratégie d'investissement. Où en est-on en cette rentrée à l'issue de ce troisième trimestre et à l'aube du quatrième trimestre qui commencera dans quelques semaines? Nourad Chaher était avec nous en plateau, directeur de la gestion de Mansartis.